Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission littérature. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à, toujours dans notre rattrapage de parution Panini du second semestre, nous allons traiter les volumes de l'ère de la République. Nous allons faire les deux volumes, l'intégralité des deux séries. Et nous commencerons par les héros et nous enchaînerons sur les vilains. Je suis Loïc, ce soir toujours accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Loïc. Alors Francis, est-ce que tu peux nous partager ton petit WhatsApp Star Wars ? Ça va vraiment être long comme WhatsApp. Écoute, ce qu'on a fait dernièrement, c'est d'enregistrer notre émission sur les deux albums reliés à Solo, donc l'adaptation de Solo et l'album Cadet Impérial. Donc, c'est pas mal ça qui résume le WhatsApp depuis la dernière émission. C'est ça. Et du coup, je partage le même WhatsApp que toi, puisque voilà, on vient à peine de finir cette émission que nous enregistrons dès à présent la seconde. Alors, précision pourquoi nous faisons comme ça, parce que voilà, nous allons traiter ces deux volumes. Ça peut potentiellement prendre peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, et que la précédente émission était à peu près dans les mêmes eaux. Donc pour éviter d'avoir une émission trop longue, on a préféré la découper en 2 émissions. Également pour la publication, je pense que Dany nous remerciera, ça permettra de les placer un peu comme il le souhaite. Mm-hmm. Donc voilà, dans la même veine, nous ne présenterons pas les plus récentes émissions Star Wars en direct parce que je pense que d'ici à ce que cet épisode soit paru, de nombreuses émissions seront sorties. Et par contre, nous sommes toujours disponibles sur notre serveur Discord pour rejoindre notre communauté d'auditeurs et assister à nos lives. La boutique est, elle, également toujours là, à l'adresse starwars.direct/boutique, et nos partenaires n'ont pas changé, et nous les remercions, à savoir siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, Génération Star Wars et Science-Fiction. Et sur ce, on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors on y va, donc pour la chronique de ce premier volume consacré aux héros de l'ère de la République. Un volume donc qui s'ouvre sur une histoire consacrée à Qui-Gon, où il va devoir faire face à un conflit sur une planète où il se retrouve embarqué. Donc Francis, est-ce que tu peux nous donner tes commentaires sur cette histoire ? Oui, ben dans le fond, avant même je vais juste préciser quelques infos plus générales là, qui traitent toute la série au grand complet. Ceux qui ont écouté notre bilan justement Marvel là, des 5 dernières années de comics vont me trouver redondant. Mais écoute, moi j'étais pas du tout emballé par le concept là, des 3 séries consécutives là, pour un total de 27 one-shots. Par contre, je précise que certains numéros m'ont donné tort. Donc, par contre, la majorité m'ont donné raison. Oui. Mais, évidemment, pour ces 2 albums, il faut tenir compte quand même du concept. Donc, c'est des albums un peu d'anthologie, si on peut dire. Donc, c'est vraiment toutes des one-shots. Celui-là, c'est 4 plus 2 mini, on va dire. Là. Et même chose de l'autre côté, 4 plus 1 mini. Et dans les 2 cas, c'est des couvertures d'un certain Paolo Rivera que je ne connaissais pas et que je pourrais pas dire que je suis un fan. Non. C'est pas, mais c'est pas que c'est raté. C'est juste que c'est un style peut-être un petit peu trop détaillé à mon goût là, dans les traits du visage. C'est vraiment très fin
Je trouve qu'il y a un côté un que... peu old school de l'ancien univers étendu. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça, c'est vraiment pas fait au gros marqueur. C'est fait à la pointe très 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 fine. Donc c'est ça. Mais ça, c'est une question vraiment de goût personnel. Donc après ça, c'est selon vos préférences. Donc pour revenir à celui de Qui-Gon Jinn, s'appelait L'équilibre. Pour la plupart des numéros, mais il y a toujours pour l'épisode spécial dans les 3 séries, là, Age of, il y a toujours l'épisode spécial où est-ce que là on change de scénariste et de dessinateur. Pour les autres ici, c'est au niveau du scénario, on a un Jody Hauser et Corey Smith au dessin. Donc pour ce qui est de Qui-Gon Jinn, je m'étais noté que le thème de l'équilibre, là, je veux dire, c'est Monsieur Équilibre, là, Qui-Gon, là, ça lui colle à la peau. Je sais pas, est-ce que tu as lu de ton côté le plus récent livre de chez Pocket, là, Maître et Apprenti? Non, pas encore. Pareil, je me le suis procuré, mais j'ai tellement de retard là avec Throne, les 2 solos que je prends un peu de retard aussi sur celui-ci. Ben c'est ça, on est exactement dans la même période que toutes ces histoires-là là, ce soir. Donc je vais y faire quelques références, mais bref, côté équilibre, c'est Qui-Gon tout craché. Il faut avoir, tu sais, je me suis dit non, mais il faut vraiment avoir la foi en tabarnak, là, et désolé pour le juron québécois, là, ça a moins d'impact peut-être en France. Non, t'inquiète pas. Mais, tu sais, il faut vraiment avoir la foi, quelque chose de rare, pour embarquer dans son vaisseau, sans destination, tu sais, partir en hyperespace, sans destination, simplement en se basant sur la force. Tu sais, la force va me guider. Tu sais, quand tu te rappelles ce que Han Solo disait à Luke là, au sujet de l'hyperespace, là, tu vas te cracher dans une comète là, ou un truc comme ça, là, dans un astéroïde. Il faut bien calculer le saut. Ouais, c'est ça. Là, Han, lui, embarque. Il sait pas trop ce qui s'en va, mais il s'en va. Pas Han, excuse, Qui-Gon. Donc, mais c'est ça. Sinon, je m'étais noté que les 2 discussions, il y a 2 discussions avec Yoda, quand même intéressantes, surtout quand tu les mets justement en parallèle avec le reste du canon, avec ce qui arrive dans le roman Maître et Apprenti et dans le roman Dooku Jedi Lost. Je trouve que on est en train petit à petit de rebâtir, parce que là dans le canon on n'avait plus grand chose sur cette époque-là. Donc, et sur autant Qui-Gon, Anakin, Obi-Wan, etc. Donc, on voit la relation avec Yoda là, qui est pas parfaite. C'est deux discussions que j'ai bien appréciées, surtout une fois que je les ai mis en perspective. Sinon, l'enseignement, le côté enseignement trop strict des règles Jedi, donc Qui-Gon se rend compte là, que on a souvent parlé de Jedi gris un peu, là. Ça c'était plus dans le temps des légendes. C'est plus quelque chose qui existe officiellement là, dans le canon. Mais Qui-Gon a toujours été un petit peu plus justement dans la transgression des règles quand il le faut. Là, donc on voit ça un petit peu dans ce numéro-là. Ben, justement, moi j'ai trouvé que l'histoire, elle était, il y avait un côté très philosophique sur la force et tout ça. Et c'est ça qui m'a plu en fait dans cet épisode. Je trouve qu'on voit un petit peu le Qui-Gon qu'on va retrouver dans la menace fantôme. Et j'ai bien aimé également le conflit qu'il y a sur la planète sur laquelle il intervient. J'ai trouvé que c'était très terre à terre et que c'était parfaitement le rôle des Jedi de gérer ce genre de choses. Et par contre, j'ai pas du tout aimé l'épreuve de côté obscur qu'il a traversée, qui ressemble, je trouve, beaucoup à celle de Yoda dans Clone Wars. Que du coup, il y avait un petit manque de nouveauté à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et la planète, par contre, était originale, j'ai trouvé. La planète était originale, et pourtant j'arrivais bien à me la représenter, tout comme les habitants. J'arrivais à me les représenter d'une manière live, en fait. Donc j'ai trouvé que ça faisait justement très Star Wars. Et qu'est-ce que j'ai noté que voilà, les dessins, c'est pas fou. Mais je les ai trouvés corrects. J'ai trouvé qu'on reconnaissait bien les personnages, que les décors étaient soignés. Et j'ai adoré les couleurs qui étaient très chaudes et qui rappellent que cette époque dans la saga était encore lumineuse. Oui, très coloré cet album, ce numéro-là. Tout à fait. Donc voilà, on peut enchaîner peut-être sur Obi-Wan si tu veux nous résumer l'épisode mission.
Dans le fond, c'est ce qui est très drôle avec celui sur Obi-Wan, c'est que c'est exactement le même scénario que le livre Maître et apprenti qui va sortir plus tard aux États-Unis, mais sauf que là, dans le livre, c'est Obi-Wan et Qui-Gon, alors que là, dans la BD, c'est Obi-Wan et Anakin. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, les deux se demandent s'ils sont faites un pour l'autre, s'ils se nuisent pas un à l'autre. Obi-Wan se demande si c'est un bon professeur pour Anakin. Anakin se demande si son maître l'aime comme élève, etc. Si il fait les choses correctement. Donc, et on a un Obi-Wan très... dans l'introspection, là, on a les souvenirs de la mort de Qui-Gon par Darth Maul. Des discussions avec Yoda dans la bibliothèque. Fait que j'ai trouvé ça quand même intéressant. C'est certain qu'il y a des petits rappels de... Ils sont pas présents là, mais je veux dire, en le lisant, on se souvient de la série Obi-Wan et Anakin d'il y a plusieurs années quand même. Là. Qui était un Anakin un peu plus vieux quand même. C'était vraiment un peu plus collé sur l'épisode 2. Là, on a un Anakin peut-être à mi-chemin là, entre l'épisode 1 il a et 2. Une dizaine d'années. Ouais, dans les environs. Peut-être un peu Donc moins. les deux, partent en mission et se retrouvent comme toujours là, au cœur d'un conflit local là, sur une planète. À mon avis, pour toute cette série-là, Thomas doit apprécier la variété des nouvelles races extraterrestres. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des races Legends qui avaient été réintroduites. Exactement, c'est ce que j'ai... Moi, je la connaissais pas du tout, mais c'est ce qu'on m'a dit pour cette race-là dans celui-là. Des espèces de becs d'oiseaux et des têtes d'oiseaux là, avec des poils, des plumes je crois que roses c'était et bleues. Ça ressemble à la race de Maître Vergeret, qui était dans le Nouvel Ordre Jedi, un des Jedi survivants de... Alors, elle avait disparu bien avant l'Ordre 66, mais c'était un Jedi prélogie que Luke retrouvait dans la période bien après la trilogie. Mm-hmm. Je ne connais pas, mais c'est très possible que ce soit cette race-là, effectivement, qui est recanonisée. Côté scénario, j'ai trouvé intéressant l'aspect... là, dans le fond, il y a des fouilles archéologiques et ils ont trouvé un holocron. Et c'est pour ça que les Jedi sont envoyés pour le chercher. Et le conflit vient du fait que les gens de la place disent les Jedi n'ont pas à piller ce que les gens qui fouillent trouvent sur notre planète. Donc, j'ai trouvé l'aspect légitime, même si, c'est pas bien intentionné. Là. C'est clairement pas un pirate, mais un genre de seigneur de guerre. Là. Ouais, moi j'aime les pirates. Ouais. Le discours, quand même, reste, il fait un certain sens. Là, qu'effectivement, les Jedi, par exemple, on le voit avec Qui-Gon, font toujours la police dans des conflits qu'ils regardent pas vraiment. Et là, tu vois, cette fois-ci, viennent ramasser quelque chose, qui est trouvé sur une planète là, qui pourrait effectivement revenir aux gens de la place. Oui, parce que pour eux, si c'est un truc Jedi, ça leur appartient forcément. Ouais, exactement. C'est un peu les automatismes de la République de l'époque. Mais tout ça pour dire que Anakin se retrouve pris en otage par un des assaillants. Et va finir par s'en sortir, mais il se demande si il se remet tellement en question dans ce numéro-là que justement Obi-Wan est obligé de le rassurer puis de dire c'est normal, t'as très bien réussi, c'est normal de se faire avoir aussi des fois, etc. Donc c'est ça, on est vraiment dans le thème là, du mentorat chez les Jedi, puis de ce questionnement-là. Moi, c'est pour ça que quand j'ai lu le livre Master and Apprentice, j'ai trouvé ça tellement redondant, parce que c'était exactement ce numéro-là, mais en version livre. Mais écoute, ça sera le thème. Ça a été déjà le thème d'une autre émission. Moi, j'ai noté très peu de choses, parce qu'en fait, j'ai trouvé cette histoire d'un banal et encore une fois redondante, malgré le fait que je n'ai pas lu le livre. J'ai noté que l'histoire et les dessins étaient sympas, mais peu emballants. C'est-à-dire que, voilà, j'ai pas tourné les pages avec un intérêt. Mm-hmm.
Ouais, c'est un style graphique qui fait la job. Tu comprends c'est qui les personnages. Oui, voilà. Il n'y a rien de raté là, où tu dis c'est vraiment laid. Mais je sais pas, tu retiens rien, c'est rien d'extraordinaire. Alors, par contre, des dessins ratés, on va les avoir dans l'épisode d'après, avec l'épisode consacré à Anakin Skywalker s'appelant Le Sacrifice, où Anakin... En fait, je sais même pas en fait ce qui se passe dans cet épisode. Il se passe rien. C'est un grand vide. C'est une mission lambda d'Anakin qui va dans un bar. Ouais, effectivement, ça aurait même pas rempli un épisode de Clone Wars. Non, même pas, non. Peut-être le début, tu sais, les scènes au début des épisodes de Clone Wars, là, on avait parce qu'on commençait dans le feu de l'action. Ouais, ou qu'on commençait dans le feu de l'action, donc il y a un petit rappel, mais... Ouais, un début d'épisode, ouais. Je m'étais quand même noté qu'il était un petit peu plus développé en différents rebondissements, on va dire. Oui. Mais prévisible, là, on se le cachera pas, on est dans l'ultra prévisible. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la validation, pour une fois, de la logique des Jedi versus celle des militaires. Donc, dans The Clone Wars, puis dans toutes les œuvres là, par rapport à la guerre des clones, ce qu'on avait beaucoup souvent, c'était l'opposition tout à fait légitime des militaires à la logique Jedi. Donc là, cette fois-ci, on a un Anakin qui fait la démonstration que, au final, c'est la logique Jedi qui était la bonne. Grâce à ça, dans le fond, il empêche la République de tomber dans un piège des séparatistes, un piège de propagande. Ça empêche aussi la République de faire un génocide involontaire. Donc, c'est ça. Tu as vu des choses, sincèrement, qui m'ont totalement échappé. C'est-à-dire que, à tel point que je suis vraiment pas du tout, je suis même pas rentré dans cet épisode au point de voir ces choses-là. Mm-hmm. Moi, j'ai noté que l'épisode était raté, enfin, que l'histoire était ratée comme les dessins. Ouais, ça, les dessins, je suis parfaitement d'accord avec toi. Pour moi, le seul point positif de cet épisode, c'est que j'ai trouvé que le caractère d'Anakin était bien retranscrit. À tel point que j'entendais sa voix dans ma tête pendant que je lisais. Donc c'est vraiment, voilà. C'est tout ce que je lui ai trouvé d'intéressant. Mais je dirais que c'est un Anakin début de la guerre des clones aussi. Parce que la logique que je décrivais tantôt, Anakin hésite jamais à tuer sans remords après. Là, puis c'est justement celui qui s'entend bien avec Tarkin. Alors que les autres Jedi s'y opposent, là, tu sais, donc... Oui, effectivement, t'as été très loin. Ouais, c'est pas dénué de sens. C'est pas un épisode qui m'avait marqué, mais c'est en le regardant, là, la semaine dernière que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il fait cette démonstration-là qui avait jamais été faite, que dans la série, justement, on présentait pas la République comme capable de carrément exterminer une espèce puis le peuple d'une planète sur le coup d'une petite tromperie là. Donc c'est ça je le reconnais. L'espèce alien qu'il y avait là-dedans, je peux pas dire que c'était réussi graphiquement. Ça fait pas très Star Wars non pourrait plus. Les décrire. C'est des drôles de créatures avec des espèces de petites de humanoïdes là, mais avec des espèces de cornes de bouc un peu là, sur le côté des oreilles. Ça fait très comics, mais encore une fois, ça fait peu Star Wars. On a pris un animal de la Terre et puis on l'a humanisé. Oh, et ça fait très mythique justement là. Ça aurait pu être une vieille gravure grecque là. Mais c'est ça, j'ai rien d'autre à dire sur celui-là, sinon que au moins je lui reconnais cette petite originalité-là, mais je suis parfaitement d'accord au niveau de dessin. Pourtant, on est dans le même dessinateur, on n'a pas changé de dessinateur. Mais c'est ça, malheureusement, de ce côté-là, c'est raté. Par contre, c'est fidèle, au moins on peut dire que c'est fidèle à l'époque puis à la série de Clone Wars. Donc les vaisseaux, les armures, tu sais, Anakin puis Obi-Wan sont en armure. Version là, série comme animée. Comme début de la guerre des clones. C'est ça. Donc, effectivement, les clones, c'est des phases 1. Là. Donc, c'est ça. Bref, ça passera pas à l'histoire, mais au moins, j'ai réussi à y trouver quelque chose de positif. Ben écoute, je vais commencer sur le prochain épisode, et puis tu vas essayer de trouver quelque chose de positif, avec l'épisode qui s'appelle Un pont.
Alors voilà ce que j'ai noté. J'ai mis insipide et inutile comme un mauvais épisode de The Clone Wars. Ah ben écoute, on est avec Padmé, donc... Ben c'est ça. Écoute, qu'est-ce que je m'étais noté sur celui-là? Ben pour faire un petit résumé rapide, on a Padmé qui se rend sur une planète pour les rallier aux Républicains, donc comme on a vu 2000 fois dans la série de Clone Wars. Et il y a un attentat contre elle, comme on a vu 2000 fois dans la série de Clone Wars. Et on a affaire à un tireur d'élite parfaitement incompétent, comme on a vu 2000 fois dans la série de Clone Wars. Et elle finit par elle-même, déjouer le complot et descendre là, le tireur. Encore une comme fois, on a vu 3000 fois dans la série Star de Clone Wars. C'est ça. Donc, moi, écoute, Padmé, j'ai ce problème-là avec elle. Donc, tu parlais du livre, le deuxième Tron, là, Alliance. J'ai ce problème-là avec Padmé là-dedans. Je l'avais un petit peu dans le livre Queen Shadow aussi. Par contre, je sais qu'il y a tout un pan du fandom qui adore Padmé, qui a grandi avec Padmé. Donc, je pense que c'est un personnage qui rejoint les jeunes femmes de la jeune génération là, de fans de Star Wars. Mais je suis ni jeune ni une femme. Donc, j'en fais pas partie, malheureusement. Et je suis d'accord avec toi, c'est ça. Un des les épisodes les plus chiants de la série télé, c'était ceux où est-ce que Padmé, justement, faisait des choses complètement illogiques. Et je m'étais noté dans la catégorie en tout cas, qui m'a tout de suite fait décrocher, là. La BD commence à la première ou la deuxième page. On a Anakin et Padmé qui s'embrassent et qui se collent en plein couloir du Sénat. Ah oui, non, mais de toute façon, non. Il y a un manque évident de cohérence avec le reste. Non, c'est ça, et qui se font surprendre par une des aides de camp là, de Padmé. Mais il y a juste cet aspect-là. Si je veux absolument trouver quelque chose de positif, il y a un petit écho de Queen's Shadow sur le fait qu'ils sont en mission, les trois, là, Padmé et ses deux servantes. Je pense qu'il y a Dormé et je me souviens plus c'est laquelle la troisième. Mais au-delà de ça, là, je suis d'accord avec toi, c'est oubliable. Vraiment oubliable. Par contre, comme d'habitude, on a Padmé déterminé, résolu. Là, quand on dit une vraie tête de cochon, là, ben c'est ça. Oui, mais ça, c'est très fidèle à son caractère, donc ça va. Ouais. Et donc on enchaîne, hein, il reste encore 2 épisodes dans ce volume, donc celui consacré à Mace Windu qui s'appelle L'Arme. Alors est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé? Oui, ben on a, étonnamment, ça débute avec un Mace Windu prisonnier de combattants d'un seigneur de guerre local sur une planète rocheuse un peu. Et on comprend vite que c'était planifié depuis le début. Parce qu'il faut dire que c'est pas un numéro complet. Hein. Ça, dans le fond, c'est un tiers d'un épisode spécial. Donc, c'est une poignée de pages. Là. Oui. Mais au-delà de l'aspect très très court, j'ai quand même trouvé, encore une fois, certains petits intérêts à celui-là. Pour finir le résumé, bref, c'est ça. Mace Windu avait fait exprès de se faire kidnapper parce que ni les forces en présence sur la planète, ni les Jedi arrivaient à localiser ce groupe de guérillas-là, de révolutionnaires, parce qu'ils sont sous terre. Et donc, par exemple, les trackers électroniques passent pas, là, même avec la force, ils n'arrivent pas trop à positionner Mace Windu. Donc, bref, le raisonnement, j'ai trouvé bien. On est dans le thème des enfants soldats. Donc, c'est un chef de guerre là, qui endoctrine de force là, des enfants pour devenir ses soldats. Ça, j'ai trouvé ça intéressant de ce thème-là. On a les Jedi qui viennent au secours de gens qui ne veulent pas être secourus. Donc, il y a vraiment, là, il libère, on va dire, une combattante, mais que jusqu'à la fin, même une fois libérée, elle lui dit pas merci, là. Elle continue d'être contre eux autres, puis elle veut rien savoir. Donc, ça, je le reconnais. J'ai pas mentionné, comme je disais tantôt, pour les épisodes spécial là, des 2 séries, on change de scénariste et de dessinateur. Donc là, cette fois-ci, on est avec un Ethan Sack au scénario et un Paolo Villanelli côté dessin. Et j'ai beaucoup apprécié les dessins.
de cet album-là. Ouais, j'ai trouvé aussi les couleurs, j'avais noté les couleurs aussi qui étaient sympas. Ouais, puis tu sais, ça aurait été facile de se planter, là, parce qu'on est dans des grottes, là. Ouais. Mais, ouais, c'est... Et à mon avis, Thomas a dû l'apprécier aussi parce qu'il y a de l'alien à profusion. Ouais, bah oui. Mais ça aurait été bien qu'il nous donne justement ses commentaires sur ces épisodes. Bon, il a pas pu les lire encore, donc c'est pour ça qu'il est pas avec nous. Mais l'histoire est pauvre. Toi, tu vois Ben, elle est... Ouais, je suis d'accord qu'elle est pauvre. Ça, je te le... Voilà. Mais par contre, je le... Comment dire? Je mets ça sur la longueur. Je me dis, c'est sûr qu'en une poignée de pages, à quel point on peut développer une histoire profonde. Oui, bah ça fait partie de ma critique sur le volume en général, que je mettrai en conclusion de l'album. Et alors, il y a je m'étais noté qu'on a un petit flashback de Mace Windu qui monte son sabre pour la première fois avec le droïde. Là, bah justement, ça c'est le truc que j'ai... Alors j'ai mis un maître robot Jedi, 4 points d'interrogation, what the fuck. Ben c'est... Pourtant c'est celui qu'on voyait dans la série de Clone Wars. Non? C'est-tu moi qui fais erreur? Moi ça me parle pas du tout. Peut-être, non, ok, c'est l'arc des enfants qui vont sur Ilum avec Ahsoka pour il y avait le robot avec eux? Il y avait un robot sur le vaisseau pour les aider à monter leur sabre. Donc oui, c'est vraiment lui là. D'accord, ok. Alors je l'avais pas. C'est vrai qu'on le voit dans 1 ou 2 épisodes là, mais bref, c'est maître Ouyan. Fait que c'est ça, faut pas le voir comme un maître Jedi là, tu sais. C'est ça qui m'a perdu en fait, je pense. Mais c'est vrai qu'il l'appelle maître là, mais oui. C'est ça. C'est pas son maître à lui là. Non, j'avais compris que c'était pas son maître à lui, mais le fait qu'il l'appelle maître pour moi c'était comme un peu comme Yoda qui va faire l'entraînement de plusieurs Jedi d'un coup. Ça aurait pu être le superviseur qui finalise par exemple, je sais pas, l'examen de montage de sabre laser. Je l'avais vu comme ça et du coup ça m'avait choqué. Mais bref, c'est ça, un épisode court, une histoire relativement vide comme tu dis, mais le format à mon avis impose ça. Oui. Mais les couleurs, je trouve c'est magnifique là. On a une espèce de duel entre le chef de guerre et Mace Windu là. Ça j'ai trouvé que c'était magnifique là. Cette page là était digne d'une affiche là. Ben, on va enchaîner avec la dernière histoire courte de ce volume. Donc c'est Rex dans 501+1. Alors vas-y, moi je vais commencer parce que t'as plus de choses à dire que moi. Alors j'ai pas du tout compris cette histoire. Donc c'est Rex sur un champ de bataille qui se retrouve avec Jar Jar. Je comprends pas l'intérêt d'avoir Jar Jar sur cet épisode. Je comprends pas l'intérêt qu'il manie un sabre laser et un blaster en même temps. J'ai trouvé que c'était absolument n'importe quoi. En plus, alors c'est mal dessiné. J'ai pas ressenti l'intensité du combat. Je pense que le dessinateur sait pas la mettre en image. Et pour moi, le seul intérêt de l'épisode, c'est d'être de retour sur Mimban, mais je pense que c'est plus pour le clin d'œil. Ouais, Minban, tu vois, j'avais même pas fait attention, mais ouais, effectivement. Je me doutais, là, oui, c'est vrai, bataille de Minban. Je me doutais que t'allais pas apprécier cet épisode-là. Bon, on est dans le encore plus court, hein, parce que c'est le 3e des 3 dans le spécial. Donc, ici, je m'étais quand même noté que, considérant le concept, l'idée est intéressante de faire une espèce de jumelage Rex-Jar Jar. Que tu te dis ces deux personnalités qui vont moyennement ensemble et s'il faut absolument avoir Jar Jar dans un comics, je trouvais que l'idée était pas mauvaise. Donc les deux personnages sont raccords avec ce qu'on a vu à l'écran. Donc on a aussi l'influence d'Anakin sur le caractère de Rex. L'album, le numéro commence là-dessus. Donc Rex qui se souvient de certaines paroles d'Anakin. Et on a un Rex qui, malgré toutes les maladresses de Jar Jar, est quand même très respectueux. Là, ça reste
un député ou un sénateur, quelque chose comme ça. Non, c'est un sénateur. Un sénateur. Donc, c'est ça, mais tu sais, on a un Jar Jar quand même face à un mort, parce que c'est ça, il y a un maître Jedi qui se fait tirer. Donc, qui est très là, solennel, etc. Mais c'est ça, t'as Jar Jar qui ramasse le sable laser, parce qu'on est en pleine bataille, là. Donc, t'as Jar Jar qui ramasse le sable laser et qui réussit à être assez maladroit pour l'échapper alors qu'il est allumé, là, puis il manquait de se tuer. J'ose même pas y repenser. C'est ça, tu vas faire des cauchemars à soir. C'est ça. Et bref, c'est ça, un moment donné, Rex se retrouve dans le trouble alors qu'il avait laissé Jar Jar en arrière là, pour le protéger. Et c'est ça, t'as Jar Jar qui vient un peu à son secours, mais complètement maladroit là, et incompétent. Mais tout ça pour dire que Rex, comment dire, reconnaît quand même en lui l'aspect volonté, là. Tu sais, Jar Jar, il veut pas mal faire, là. Donc, c'est ça. Mais, évidemment, ce que je me suis noté, c'est que c'est clairement pas digne d'un Marvel, c'est digne d'un comics junior de IDW. Ouais, voilà. De ce qu'on aurait pu avoir à l'époque dans un Clone Wars Adventures, un truc comme ça. C'est ça, ben exact. T'sais, moi, je lis aussi, puis j'achète aussi du côté de chez Delco les albums Aventure. Donc, justement, on est dans un format plus jeunesse qui s'adresse à un public plus jeune, autant dans les histoires que dans les dessins. Donc là, on est vraiment là-dedans. Mais, je reconnais à 100% pour un album Marvel, c'est un échec, là. Le public cible est raté et mal visé, là. Donc, c'est ça. Mais c'est ça, dans un aventure, à mon avis, ça aurait bien passé. Et le public cible qui aime Jar Jar, parce que oui, il y a des gens qui aiment Jar Jar, à savoir les jeunes enfants, à mon avis, ils l'apprécieraient quand même. Alors, Francis, du coup, est-ce que tu peux conclure pour ce volume sur ton appréciation générale et puis donner ta note? Et je suivrai juste après. Ben, de mon côté... puis un dernier mot sur... est-ce que j'avais déjà parlé des couvertures de Paulo Rivera? Dans le fond, on avait parlé tantôt de la couverture de l'album, on va dire. Oui. Avec des traits ultra fins, etc. Mais les couvertures de chaque numéro, c'est un style complètement différent. Et ça, de ce côté-là, j'ai trouvé que c'était pas laid, c'était rien d'extraordinaire. Mais il y en avait des biens, là, je pense à celle de Qui-Gon, entre autres, là, ça faisait vraiment épique, là, avec... le temple en arrière de lui, le coucher de soleil, etc. Là. Mais bref, c'est ça. Tout ça pour en arriver à une note quand même que je trouve mauvaise de 40%. Donc un 8 sur 20 pour cet album-là qui vraiment que je conseillerais uniquement aux complétistes, honnêtement. Faut pas donner ça à quelqu'un qu'on veut encourager à lire des comics. Parce que ça va faire l'effet inverse. Ah, c'est sûr. Peut-être quelqu'un, un gros fan de la prélogie. Mais c'est ça, un public plus jeune, je dirais, pour cet album-là. Ben, nous, quand on avait discuté un peu de ces épisodes avant qu'ils paraissent, on avait peur d'avoir quelque chose de pas très intéressant et de dispensable dû au format. Et je pense que le résultat est à la hauteur de cette attente. Les 2 premiers épisodes, ben, ils sont assez corrects, et puis après, c'est la longue chute aux enfers. Donc ça se lit très vite, mais en même temps, c'est très ennuyeux, ce qui est assez ironique. Comme tu l'as dit, Francis, la pagination ne permet pas de développer des histoires assez intéressantes et possédant des réels enjeux. Et puis le truc que je reproche aussi beaucoup mais à tout le canon Star Wars, c'est d'inventer des nouveaux aliens, des nouveaux designs qui sont assez discutables pour l'univers Star Wars. Ça serait pas mal de temps en temps de repiocher dans ce qu'on connaît aussi. Voilà, comme on le mentionne régulièrement, il y a des concepts qui passent très bien en comics, mais qui ne font pas Star Wars, donc ça me pose un souci. Donc moi je vais sanctionner vraiment cet album. Je le conseillerais même pas aux complétistes. Il faut absolument faire l'impasse dessus. N'achetez pas ça. Je lui ai mis 5 sur 20. Sauf que là, en même temps... Sauf que là, le hic en même temps, si les gens dans leur collection, ils ont les vilains, est-ce qu'ils doivent pas prendre les héros? Ah ben, je pense que la conclusion justement de l'album des vilains, on y reviendra tout à l'heure, mais ça donnera un peu le temps.
Donc juste, on va enchaîner donc du coup, donc avec l'album des vilains. Et puis donc ça commence par l'épisode Cendre qui est consacré à Dark Maul. Donc là on a Dark Maul en fait qui se retrouve sur Coruscant, envoyé par Dark Sidious pour une mission secrète auprès de... C'est la Pègre, je crois. C'est un trafiquant. Hein. Un trafiquant d'armes. Oui, voilà. Donc voilà. Donc alors c'est une histoire qui n'est pas essentielle à l'histoire de Dark Maul, c'est-à-dire qu'elle n'apporte rien qu'on ne connaisse pas déjà, mais j'ai trouvé quand même assez intéressante. J'ai trouvé qu'il y avait des références à la mini-série de Dark Maul qui était parue il y a quelques années, qui était aussi dessinée par Luke Ross, qui est le dessinateur également sur cette série. Oui, il y a une pleine page dans le fond de flashback, on va dire. Voilà. C'est lié à Rebels via Malachor. Donc on apprend comment Maul connaît cette planète. Et puis j'ai trouvé que son épreuve de force était angoissante, alors que pourtant il s'agit d'un vilain. J'avais mal pour lui. La force est un peu joueuse dans cet épisode avec lui. Et on a un dessin qui est assez sombre, assez ténébreux et qui correspond bien au ton de l'histoire puis aux personnages qui sont un peu cachés, etc. Avec les pages de fin, on a des pages avec Coruscant, pas la fin, mais on a des pages où il y a Coruscant qui est très bien représenté, je trouve. Et voilà, on a vraiment là on a vraiment c'est l'inverse, hein, c'est l'inverse du volume d'avant. On a, je trouve, un épisode intéressant, bien construit malgré le peu de pages. Donc moi je lui mets un 15/20. Là t'es sur celui de Maul en particulier ou? Oui, juste sur celui de Maul. Ah oui, j'avais... Oh pardon. Désolé. J'avais mis... je m'étais noté des notes individuelles, j'ai oublié que je les gardais pour moi. C'est correct. Moi tu vois aussi, je m'étais noté une idée intéressante pour cet album-là, que ça faisait la démonstration là, que c'était quand même possible de développer des histoires format plus court. C'est ça. Évidemment, ça dépend toujours du type d'histoire et du personnage. Maul qui fait des petites missions là, pour s'entretenir. Le flashback par rapport à l'autre série Dark Maul, que si nos auditeurs l'ont pas lu, je leur conseille fortement. J'ai bien aimé, t'as parlé de Malachor, donc c'est ça, on a une visite en 2 temps. On a les cases là, ça fait 2 fois dans le fond que Palpatine amène Dark Maul sur Malachor. Donc la fameuse planète là, où est-ce qu'il y a le temple, le Sith là, et qu'il y a déjà eu une bataille lointaine là, entre Jedi et Sith. Et c'est ça, on a Maul enfant et Maul adulte. Et comme tu dis, l'espèce de vision de Maul là, pour expliquer rapidement, c'est qu'autant quand c'est des Jedi, bon, ils se voient en version Sith, si on peut dire, ou en version côté obscur. Là, Maul c'est l'inverse, ils se voient en Jedi. Donc, comme tu dis, c'est super intelligent, bien en fait. développé. Ouais. Et j'ai bien aimé, c'est ça, le mentorat aussi de Palpatine, le professeur. Donc, tu sais, il y a des bonnes discussions aussi avec Maul. Écoute, Luke Ross, moi j'ai trouvé ça carrément magnifique. Cet album-là, encore une fois, on est dans des places sombres, hein, autant Malachor que, mettons, justement, l'espèce de pègre que tu disais au début, là. Mais ça fait partie des belles réussites de Luke Ross, là. Puis je vais le rementionner sur d'autres numéros aussi, là. Fait que j'ai bien aimé ce numéro-là. Voilà, donc on enchaîne avec l'épisode consacré à Jango Fett dans un épisode qui s'appelle Formation. Donc c'est un épisode où Jango va amener Boba à faire équipe avec d'autres chasseurs de primes pour l'entraîner, en fait, au fond. Alors, moi j'ai trouvé que c'était un épisode qui était vraiment intéressant, uniquement pour les 2 pages consacrées à son recrutement par Dark Tyrannus. Même si je trouve que cette version n'égale pas la version qu'on avait dans l'ancien univers étendu, la version légende. La mission est sympa pour la caractérisation de Boba, ça va nous donner des pistes pour l'être qu'il va devenir plus tard. Mais au final, je trouve que voilà, ça s'arrête là. L'intérêt est quand même assez limité. Si, les petits trucs sympas, on est sur Ornamented, il y a un Falin. L'histoire est un peu... aliens. Voilà, les aliens, l'histoire est un peu tragique à leur niveau. J'ai trouvé que ça se laisse quand même
il y a un intérêt, on peut trouver un intérêt dans l'histoire et avoir un entrain au fil des pages. Et le dessin, je l'ai trouvé pas fou. Tu vois, moi je m'étais noté aussi l'idée intéressante, la formation de Boba, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment dans le film, dans l'épisode 3. Donc tout ce numéro-là, dans le fond, est autour de l'aspect pérennité pour Django. Donc la réputation. Qu'est-ce qui va rester? Et de son héritage. C'est ça, l'héritage. Comme tu dis, on a l'aspect du contrat là, qui est passé entre Dooku, en tout cas Tyrannus, et Django Fett. Et justement, c'est là qu'il négocie, qu'il lui dit c'est bien beau l'argent, là, mais c'est ça, j'aurais une demande supplémentaire qui est d'avoir un fils, là, un clone. Donc, justement, pour perdurer mon idéologie, si on peut dire, ou mon style de vie. Et il laisse Boba quand même prendre ses propres décisions. Dans le fond, tout est autour du fait que la réputation, ça se mérite par les actes et par les choix qu'on fait dans la vie. Donc tout ça, j'ai trouvé que on reconnaissait un peu le Boba Fett qu'on va retrouver plus tard, même si évidemment il perd son père assez jeune. Mais c'est ça, encore une fois, pour un one-shot sur Django Fett, j'ai trouvé ça relativement intéressant. Là. Et donc on continue avec l'épisode consacré à Dooku, qui s'appelle Le Coup. Enfin, c'est rigolo, en français ça rend beaucoup moins bien. Oh. Et donc qui amène le comte Dooku sur Sullust, où il a une réunion en fait pour trouver de nouveaux alliés, hein, dans le fond, qui pourraient rejoindre une entreprise, qui pourrait rejoindre les séparatistes. Et en fait, il est donc en mission, mais il est considéré, enfin, il est toujours considéré comme un comte, donc il n'est plus Jedi, mais il n'est pas avéré qu'il soit un chef de guerre. Il a aussi ce statut de comte, de noble, en fait, à part entière, donc voilà. Et puis le comte de Sereno. Et puis il va faire donc il va se retrouver en face d'un Jedi qui vient ici pour mener l'enquête sur des tractations souterraines. Et donc en fait il va y avoir un lien entre les deux, il va y avoir des discussions, il va y avoir des rencontres, ils vont parler ensemble, etc. Et puis ils vont faire équipe, et c'est ça qui est génial en fait. Et j'ai trouvé cette histoire passionnante. Alors toute raison gardée, comme peut l'être une histoire en si peu de pages, hein. Voilà, on a les petits flashbacks avec Yoda, etc. Ça c'était super intéressant. J'ai trouvé qu'on découvrait une facette encore plus sombre de Dooku, et ça m'a rappelé un peu son Dracula. Enfin son Dracula, c'est le Dracula de Christopher Lee, mais avec ce sourire carnassier, genre je vais te manger mais tu ne le sais pas encore, parce qu'évidemment il va rouler le Jedi, et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nous on sait qu'il va le rouler, lui ne le sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir comment ça va arriver. Et j'ai trouvé que du coup, ce Jedi, que sa naïveté et son émotion, j'ai trouvé qu'elles étaient touchantes lorsqu'il se rend compte de la trahison de Grievous. Et franchement, pour une histoire en si peu de pages, c'est presque un tour de force avec un personnage comme Dooku, qui est pas le personnage le plus passionnant de tous les méchants. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire. Avant de dire ce que j'en ai pensé, je te conseillerais dans ce cas-là vivement de prendre, j'espère qu'ils vont le traduire éventuellement, là, mais l'audiodrama qu'ils ont mis en livre cet automne, qui s'appelait Dooku Jedi Lost. Ah oui, j'espère. Donc c'était, je sais pas si tu avais pris notre émission à moi et Jeff là-dessus, mais c'était vraiment très intéressant. Bref, ce numéro-là, effectivement, Dooku, avant l'épisode 2, moi j'ai adoré la visite de Sullust. C'est une place que j'aime beaucoup, et que malheureusement dans les deux jeux Battlefront, ce qu'on en voit, c'est vraiment c'est comme s'il n'y avait pas de gens qui habitaient là, c'est une plateforme puis c'est tout. Donc là on a vraiment la capitale, en tout cas, si je me trompe pas, ou une grande ville, donc avec l'architecture, un peu plus développé, un peu moins au centre du volcan, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça.
Et les Sullustéens, bon, c'est une race que j'aime beaucoup. Comme tu disais, le jeune Jedi là, qui l'admire, parce que c'est ça, c'est Dooku à un moment où il y a encore le statut, là, avec sa statue dans ceux qui ont quitté l'ordre, là, mais qui sont tant admirés. Et même on se souvient de quand, je crois que c'était Obi-Wan qui soupçonnait peut-être quelque chose, puis il se fait répondre, ben non, Dooku, c'est pas parce qu'il a quitté là, qu'il pourrait avoir des mauvaises intentions. Là. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça, on sent qu'il y a c'est la façade qui donne, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment, le jeune l'admire. Par contre, je peux pas dire que c'est une race que j'aime, là, je me souviens plus le nom de la race de ce Jedi-là. Non. Mais c'est ceux qui ont l'air de gros tigres, mais version humanoïde. Là. Mais ça fait encore une fois, c'est un concept très comics d'humaniser mais ça marche pas du tout dans l'univers Star Wars. Non, c'est ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, mais c'est une vieille race quand même qui est canonisée aussi depuis plusieurs autres BD qu'il y a eu. C'était dans celle sur Han Solo, là, l'espèce de course qu'il faisait aussi. C'était dans beaucoup d'œuvres légendes avant. Donc, mais oui, c'est ça. Ça fait partie des races que j'ai toujours trouvé. Ben là, ils vont prendre toutes les races d'animaux sur Terre puis ils vont les mettre dans Star Wars, là. C'est ça. Bref, comme tu as dit, les petits flashbacks avec Yoda, il y a Dooku aussi par la discussion qui revient sur la mort de Qui-Gon. Et tu sais, on se demande à ce moment-là, est-ce qu'il sait que c'est un peu les manigances de Palpatine qui ont tué Qui-Gon? Tu sais, on sent qu'il y a un grand respect et que ça l'a vraiment touché, la mort de Qui-Gon. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, comme tu dis, il va rouler, là, il va trahir le Jedi à la fin, on s'en serait douté. Parce que Dooku, à la base, est sur cette planète-là pour justement faire comme tu disais, une tractation là, avec un marchand d'armes, là, justement pour alimenter la CSI en armes. Mais c'est ça, quand il va le trahir, il va le tuer non pas avec son sabre laser, ce qu'il aurait très bien pu faire, mais avec une arme à feu, avec un blaster dans le dos, carrément dans le dos du Jedi. Ouais. Donc, on voit que c'est vraiment quelqu'un d'ultra pragmatique. C'est pas un dogmatique là, de l'honneur et de l'ego, etc., la fierté. Lui, dans le fond, peu importe, là, c'est le résultat qui compte. C'est ça. Fait que par la force, il va soulever un blaster qui était dans la main d'un mort, d'un cadavre, puis il va tirer dans le dos du Jedi. Il y a presque l'idée de pas avoir envie de se rabaisser à tuer de ses propres mains un personnage aussi bas de gamme pour lui, quoi. Ouais, effectivement. Mais c'est ça, j'ai trouvé je reconnaissais bien le Dooku de la série Clone Wars. Puis côté des dessins de Luke Ross, là, j'ai trouvé ça magnifique. Ouais, c'était très beau. Il n'y a pas d'autre mot. Les couleurs, etc. Là, donc, vraiment une belle réussite pour ce numéro-là. Et on enchaîne donc encore avec Grievous dans un épisode qui s'appelle Ruine. Donc on va suivre Grievous où l'épisode commence à la traque d'un Jedi, de son Padawan. Et puis il va se retrouver isolé sur une planète et puis il va se trouver un peu pris au piège d'un temple Jedi dans lequel il va avoir des petites visions. Donc j'ai trouvé que l'histoire en elle-même était totalement inutile et que c'était un prétexte intéressant pour évoquer le passé de Grievous sur sa planète et pour évoquer encore la mythologie des Jedi, parce que là encore on a une planète un peu seule dans la galaxie sur laquelle il y a un temple Jedi. Donc, comme beaucoup de choses qu'on nous a déjà présentées dans ce nouveau canon. Je pense que dans le futur ça serait pas mal pour la saga Star Wars d'aller nous expliquer peut-être sur les écrans pourquoi de nombreux temples Jedi si différents sont dispersés un peu à travers la galaxie. Est-ce que c'est parce que les Jedi étaient des factions divisées, par exemple, avant de se regrouper pendant un moment, voilà. Moi, ça me pose des questions, mais ce sont pas des questions que j'ai sur Grievous, ce ne sont pas des questions que j'ai sur l'épisode en lui-même, mais plus sur l'univers qui est autour. Ouais, ben c'est le style sanctuaire un peu là, à la temple bouddhiste dans le haut des montagnes perdues. Là. Faut le voir un peu comme ça, mais je suis d'accord avec toi que ça commence à être très très répétitif. Pour moi, c'est répétitif dans le bon sens, parce que c'est répétitif dans le sens où ça peut apporter quelque chose à la mythologie de Star Wars, mais qu'il va falloir mettre en lumière.
Mhm. Que, tu en as pensé quoi, toi, du coup, de cette histoire? Ben, à ma grande surprise, je l'ai quand même trouvé intéressant, même si au global, l'histoire, j'allais dire tourne en rond, passe en un clin d'œil, il se passe pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai mis que c'était une histoire inutile. Ouais, ça à 100%. Ça construit rien du tout, là. Grievous en mission solo, un peu à la Indiana Jones là, dans un temple Jedi, donc on est presque dans un Docteur Aphra là, avec les pièges là, qui sortent des murs, du plancher, du plafond. Par contre, on reconnaît le caractère de Grievous, la rage, la haine perpétuelle. Ce que j'ai pas détesté, justement, c'est l'introspection forcée par un gadget, si on peut appeler ça de même, là, par un genre de sort là, Jedi, un système de défense du temple. Donc ça force Grievous dans une introspection qu'on l'a pas vraiment vu faire par le passé. On a exploré ce personnage-là, mais très très légèrement dans The Clone Wars, quand il allait sur son quartier général, dans sa maison. Son repère, avec un droïde médical là, qui l'améliorait tout le temps. Donc justement, là, on a un Dooku qui est forcé de se questionner sur toutes ces améliorations cybernétiques. On voit de quoi il avait l'air pour la première fois dans le canon, dans cette petite BD-là. Donc, c'est ça. Et on a une espèce d'esprit de la force, là, une espèce de, je sais pas comment le définir, là, c'est pas quelque chose c'est pas organique, là, c'est pas un corps, donc c'est un esprit, et à défaut d'être capable de vaincre cet esprit-là, Grievous décide de faire bombarder le temple par son croiseur en orbite, et il regarde brûler le temple pendant des heures. T'sais, on voit que ça passe du jour à la nuit, là. Et il croit avoir vaincu la chose, fait que plein de certitudes typiques là, pour Grievous, il décide de s'en aller, mais au final, on voit que l'esprit a survécu, là, même si le temple est complètement rasé. Donc, par contre, côté dessin, j'ai trouvé ça magnifique. Ouais, c'est très très beau. Ouais. Une très belle job de Luke Ross là, sur le général Grievous. Puis tu sais, c'est un personnage qui demande, à mon avis, un certain travail, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de membres. Si tu veux le rendre comme il est, avec cet aspect biomécanique et que les proportions soient respectées, oui. Exactement, c'est ça. On est moins dans les traits de visage, évidemment, vu que c'est Grievous. Par contre, c'est ça, la job sur tout le reste est quand même là, puis c'est très très bien réussi. Donc, j'ai quand même bien aimé, même si l'histoire, clairement, est très légère et parfaitement inutile. Là. Vous pouvez vous passer de ça pour votre compréhension du canon, là, c'est clair. Mais on enchaîne sur le dernier petit épisode, donc qui est consacré à Ventress, qui s'appelle Sœur. Donc en fait, Ventress, on va la suivre quand elle n'est plus affiliée à aucun personnage donc dans son histoire. Elle est chasseur de primes, elle est sur Coruscant. On va la voir un peu. On va la suivre se balader sur Coruscant, ce qui sera un moyen de rappeler des événements de son passé et également de la redécouvrir sous un jour nouveau. Parce que là, je pense qu'en fait, l'idée de cet épisode, c'était de nous montrer que c'est un méchant qui n'est pas tant un méchant que ça. Mm-hmm. Et d'ailleurs, les ennemis de cet ennemi sont des méchants de l'univers Star Wars. Donc c'est assez singulier parce que en final ce sont toujours des héros qui sont opposés aux méchants et on n'a jamais un méchant qui possède les mêmes ennemis que les héros. Et alors en feuilletant l'épisode, là je retombe sur la première page et puis donc elle ramène une prime et c'est marrant parce que cet alien donc qui fait un peu poisson là, avec le recul, il ressemble beaucoup au Myth-Trilan ou je sais plus comment il s'appelle de Mandalorian. Ah, tu vois, j'ai pas fait attention. Eh ben, écoute, moi, j'avais pas fait attention non plus parce que l'épisode est paru bien avant, le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus. Mais là, à regarder ce personnage, il a également 3 doigts, donc ça correspond bien à ce qu'on a vu dans la série. Je trouve qu'il y avait vraiment une similitude. Alors, je sais pas si ça se trouve
c'est totalement fortuit, hein, peut-être, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui ressemble. Mhm. J'ai absolument rien à dire de plus sur cet épisode. C'est la Ventress qu'on connaît. Voilà, elle protège en fait des personnes, des petites orphelines, voilà, comme elle. Elle a perdu ses sœurs et là il y a 2 sœurs, donc elle les protège, elle les prend en pitié. Enfin, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à raconter sur cet épisode. On peut peut-être préciser que c'est ça, là, cette fois-ci, comme je disais tantôt, c'est un mini. Oui. Ça faisait partie du numéro spécial qui a été divisé cette fois-ci là, du côté des sorties en album. Mais, comme je disais tantôt aussi, on change de scénariste et de dessinateur. Donc, on a un Carlos Gomez au dessin et un Ethan Sack là, au scénario. Bon, le dessin reste très correct, même si n'est pas du tout dans le style de ce que présente le reste du volume. Mm-hmm. Tu vois, moi je m'étais noté du côté des dessins que c'était quand même magnifique. Ce qui m'avait frappé, c'était les contrastes de couleurs, parce que là on est dans le fin fond les bas-fonds de Coruscant. De Coruscant avec les couleurs néons. Exactement, les néons sur les murs, les sabres laser, puis les couleurs que ces lumières-là reflètent sur les visages, etc. Donc, idem sur les flashbacks d'Atomir. Des fois, les flashbacks, on est en brun et blanc, là, en sépia. Donc là, cette fois-ci, on est en pleine couleur et c'est juste magnifique, là, les contrastes de couleurs. Donc, ça, je salue le travail de Carlos Gomez de ce côté-là. Je m'étais noté Youpi, une histoire de Ventress, la chasseuse de primes au crâne semi-rasé. Bon, déjà, j'ai une grosse faiblesse pour les femmes qui ont un côté du crâne rasé. Mais excluant ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une période de Ventress qui est très peu explorée. Les gens qui ont suivi la série de Clone Wars sans l'apprendre de façon totale, là, épisode après épisode, ont peut-être raté ce moment-là de la vie de Ventress. Mais bref, c'est Ventress qui a survécu à la destruction des Sœurs de la Nuit et tout ça, et qui devient chasseuse de primes. Donc, elle fait une mission avec Boba Fett et Bossk et compagnie. Mais c'est ça, on a une Asajj qui revient quand même un petit peu plus au côté lumineux, ou en tout cas à ses valeurs justement dans cet épisode-là de Clone Wars. Elle faisait capoter la mission pour faire ce qui était juste. Et encore une fois, cette fois-ci, c'est ce qu'elle va faire dans ce numéro-là. Et je trouve que ça se met très bien après, en parallèle aussi avec le livre Sombre Disciple. Je sais pas si tu as lu ça de ton côté. Si, je l'ai lu, oui, bien sûr, ça m'a tout de suite... J'y ai pensé, mais c'est vrai que, on retrouve pas... on retrouve le personnage comme elle est au début du roman, mais... Bon, c'est pas... Je veux dire, si tout ce qu'il y a à raconter entre la période où elle est... à la fin, où elle est l'apprentie de Dooku, et puis ce qui lui arrive dans ce livre, si les seules histoires qu'ils ont à raconter, c'est un peu de cet ordre-là, j'ai peut-être pas spécialement envie de les lire. Moi, c'est sûr qu'on rappelle, comme je disais tantôt, c'était un mini, hein, fait qu'en 8 pages, c'est sûr que oui, tu vois ce que tu es capable difficile. De faire. Mais j'ai aimé aussi la quantité de références, justement, pour la courte durée de 8 pages. C'est pas... c'est le moment où elle accepte le contrat d'aller piger Ahsoka. C'est le moment où Ahsoka est accusée de l'attentat sur le temple Jedi, et Asajj va prendre sa prime, on va dire. Et donc ça, c'est ça, j'ai quand même aimé cette référence-là. Ensuite, le flashback de l'attaque de Grievous sur Dathomir. Dans le fond, c'est ça, malgré toute sa rage qu'elle essaye de garder vivante, puis qu'elle se réfugie toujours dans sa rage, mais au final, son bon fond reste toujours. Donc, c'est ça. Bref, j'ai quand même bien aimé, pas mal plus que celui sur Jar Jar et Rex. Ah oui. Vu que c'était dans le même numéro là, en version comics. Bref. Et pour ce qui est des couvertures, enfin, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus cool pour ce qui est des couvertures des vilains que celle-là des héros. Donc, moins standard
Moins, tu sais, je repense à celle d'Anakin ou de Padmé, où tu sais, c'était vraiment là, de base, là, honnêtement, il aurait pu juste écrire Anakin, puis ça aurait fait, là. Là, tu sais, les contrastes, Fait que bref, c'est ça. C'est un album que j'ai pas détesté, mais que clairement, on n'aura pas la même note à donner pour cet album-là. Moi, tu vois, je trouve que je le disais en début d'émission, j'étais pas du tout convaincu par le concept des one-shots à répétition. Et ce qui est triste, c'est que là, en divisant les albums en héros et en vilains, tu sais, c'est pas un reproche à Panini ou aux États-Unis, c'est la même chose. Je comprends, c'est logique. Sauf que ça donne un album mauvais, celui des héros, et un album, à mon avis, quand même très bon, celui des vilains. Par contre, oui, c'est une anthologie de one-shot. Donc oui, il y a plein d'aspects que si c'était une histoire continue, là, je ferais des reproches. Mais c'est sûr que l'histoire de Dooku, elle peut pas faire la suite de l'album de Django. Là, je veux dire, c'est ça, c'est des one-shots. Fait que pour le concept, moi, tu vois, je donne quand même une excellente note de 18 sur 20. Ah oui, carrément. Moi, on dit souvent qu'on juge une histoire assez vilain. Et je trouve que, il n'y a pas photo. Hein, les méchants de cette ère de la République sont bien plus intéressants que les héros. Après le fameux volume, comme tu l'as dit, qui était très très décevant, on a quand même ici un volume qui est assez intéressant. Je trouve que qu'il y a des histoires à raconter autour des méchants, qu'ils ont des blessures, beaucoup plus que les héros. Et là, j'aurais bien envie d'en voir plus, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois. Il y a vraiment quelque chose à creuser. Alors que le volume sur les héros m'avait quand même globalement profondément ennuyé. Alors, comme tu l'as dit, ça reste une anthologie, donc c'est relativement superficiel et dispensable. Si vous avez pas envie d'avoir un peu de quelques histoires autour des personnages là, si par contre vous aimez bien un petit peu ces petites couches, ces petites surcouches de intéressantes qui sont rajoutées dans l'univers Star Wars autour de personnages, même sous ce format-là, alors allez-y, effectivement. Des anecdotes. Voilà, là il faut y aller pour ce volume-là. Moi je lui mets 14, peut-être même un bon 15. Allez, soyons fous, parce que les dessins sont quand même globalement très bons. Allez, je lui mets un 15 sur 20. Oui, parce que je t'avais donné mes notes par anticipation, mais tu vois, en fait, en reparlant, des fois, j'ai mon avis qui évolue, à la fois en bon et en mauvais, parce que j'ai revu ma note à la baisse pour le volume sur les héros, et je la revois à la hausse pour le volume sur les vilains. Donc, si les prochains volumes qui sortent sont de cet acabit, effectivement, peut-être qu'on aura plus d'intérêt à lire les albums sur les vilains que sur ceux sur les héros. Et encore que pour l'ère de la résistance, ça se vérifiera peut-être pas. Voilà, écoutez, c'est sur ces bons mots que se conclut cette nouvelle édition de Star Wars en direct littérature. Donc merci à Francis d'avoir participé à cette émission. Comme toujours, vous pouvez, si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions sur tous ces sujets dont on vient de discuter, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse studio@starwarsdirect.com ou laisser votre message sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Partagez bien nos épisodes afin de convaincre vos amis d'économiser des sous ou d'en dépenser. Comme tout à l'heure, je n'annoncerai pas les prochaines émissions parce qu'elles seront déjà passées quand vous aurez cette émission. Par contre, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre serveur Discord, vous joindre à notre communauté de fans, d'auditeurs, participer à nos enregistrements en live, échanger avec toute l'équipe qui est présente. Et puis, pour montrer vos couleurs, dirigez-vous vers la boutique de Star Wars en direct à l'adresse starwars.direct/boutique. Nous sommes toujours disponibles sur iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Et nous remercions toujours nos partenaires que sont siteclan.net, mintinbox.net, starwarsolonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show et Génération Star Wars et Science Fiction.
Et de la part de Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.